Troisième et dernière partie de notre émission, nous l'avons vu, le numéro de ce jour est consacré à la Côte d'Ivoire. Alors rappelons très rapidement, avant que je vous passe la parole, confrère, que le contexte social dans votre pays aujourd'hui est inflammable et que nous devons faire attention à ce que nous disons, à ce que nous faisons. Les jours qui viennent, les semaines qui viennent vont sans doute être difficiles et donc nous devons... le militantisme, c'est aussi une question de responsabilité. Oui, justement, merci Richard pour le mot que tu viens de sortir, le militantisme. En fait, en Côte d'Ivoire, il y a le problème de la parole militante. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'aujourd'hui, la question de Ibrahim Zighi, c'est sa parole militante. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on la bride? Est-ce qu'on l'oppresse? C'est tout cet environnement-là aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui crée cette situation un peu tendue. Et à les entendre le PDCI, les représentants du PDCI, du PPACI, mon voisin qui est proche du RHDP, cela montre en réalité qu'en réalité, ce qui se pose en Côte d'Ivoire comme question n'est pas forcément une question juridique ou une question... C'est un vrai problème politique. Et on ne doit pas faire l'économie d'un dialogue politique en Côte d'Ivoire pour essayer de mettre à plat un certain nombre de divergences. Et ça, véritablement, si on n'y parvient pas, toutes les conditions sont en train de se réunir pour une autre convulsion encore dans notre pays. Pendant que d'autres répondent, quand M. Oguina a dit que la seule solution qui reste à son parti et ses militants à lui, c'est de descendre dans la rue, et qu'à côté ici, on dit non, ce n'est pas la bonne solution. Oguina reprend que non, ça est dans le passé. Mais est-ce que ce qui s'est fait de mal dans le passé, on légitime, nous, de le reprendre? Donc, je finis mon développement. Parce que c'est ça, en fait. J'ai vu une vidéo du ministre de la Communication, M. Amadou Koulibaly, qui répondait à la femme de Mme Gbagbo, parce que elle, aujourd'hui, se plaignait de la situation d'incarcération, de détention, d'enlèvement. Dont il faut louer le calme, la sérénité, le sens de responsabilité, Madame Gbagbo. C'est une dame qui a sans doute des raisons de s'énerver, mais qui, dans ses sorties médiatiques, reste responsable et sereine. Et quand le ministre, porte-parole du gouvernement, intervient sur ce fait, il est certainement dans un meeting du RHDP. C'est vrai, il oublie qu'il est le ministre de la Côte d'Ivoire, ministre de la République. Et il revient en rappelant des faits ou des moments douloureux pour eux, le RHDP. Et pose ça visiblement dans le commentaire que je fais, comme vous avez fait ça avant, nous au moins on vous met en... C'est pas de la comptabilité politique. Mais c'est à la fois... Pour moi, c'est nauséeux, c'est même pas, c'est obscène. Je dis que parce que avant vous nous avez tués, aujourd'hui nous sommes en droit. Donc ce n'est pas parce que un régime a fait des choses que vous avez dénoncées dans le passé que vous, aujourd'hui, vous êtes légitime de le faire. Donc, voilà un peu la situation. Avant d'avancer rapidement par rapport à ce que vous créez comme creuset aujourd'hui pour éviter la déflagration, Maître Nzamba, ce que vient de dire mon confrère, la difficulté à cerner les problèmes sous l'angle politique, à côté des questions juridiques, c'est aussi que nous vivons une époque où le militantisme a pris une forme nouvelle. Les réseaux sociaux, il n'y en avait pas avant. Quand tu es militant, tu vas prendre ta carte de membre et tu vas au meeting. Aujourd'hui, le militantisme, c'est même chez soi. Depuis son salon, la parole militante se libère. Et là, les autorités sont confrontées à cette situation nouvelle. Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un, depuis son salon, insulte ou appelle à descendre dans la rue? Comment on réagit? Comment on gère ça? Oui, mais ce n'est pas spécifiquement ivoirien. Oui, c'est un peu notre temps, notre époque. Mais bon, sans rester toujours dans le droit, parce qu'il faut savoir que toute situation nouvelle doit être encadrée juridiquement. C'est-à-dire que quand on constate qu'avec l'apparition de tout ce qui est réseaux sociaux, il y a aussi des lois sur sur tout ce qui est cybercriminalité, cyberharcèlement. Donc il y a des précautions juridiques qui sont prises pour permettre aux autorités de réguler les nouvelles situations. Mais bon, moi j'aimerais quand même revenir sur ce qu'a dit mon voisin de droite, c'est que
quand un pays vit l'histoire, il faut savoir tirer les leçons de l'histoire, en fait. Voilà, quand on ne tire pas les leçons de l'histoire, on aura tendance à répéter l'histoire. Voilà, parce que la question qui se pose en Côte d'Ivoire, est-ce que les Ivoiriens ont réellement tiré les leçons de leur passé? C'est-à-dire qu'on sait bien que la crise que la Côte d'Ivoire a connue en 2010-2011, c'était lié à ce que beaucoup ont considéré comme un problème d'exclusion des autres, de la course à l'élection présidentielle du président Ouattara à l'époque. Voilà, c'est-à-dire que je pense que dans le cas de l'histoire de la Côte d'Ivoire, il faut éviter de refaire l'histoire. Parce que exclure encore des candidats aussi importants sur l'échiquier politique national, je pense que ça porte des germes d'une déstabilisation. Voilà. Même si on ne le veut pas. Parce qu'il ne faut pas... Pour ton développement, pour ton argumentation, pour ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2010-2011, ce n'est pas une affaire d'exclusion parce que ceux qui prétendaient avoir été exclus, qui avaient pris les armes pour cela, c'est plutôt lié à un contentieux électoral. Oui, mais c'est ça. Ça dit qu'on est parce que ceux qui étaient exclus ont participé. Oui, mais par la suite. C'est-à-dire que les germes de la crise de la Côte d'Ivoire 2010-2011, les germes, c'était l'exclusion. Oui, mais je partage tout à fait votre développement. Monsieur Lebeau, d'abord. Monsieur Lebeau. En tout cas, merci beaucoup. Monsieur Lebeau, rapidement. Je voudrais rapidement... mon confrère du RHDP tout à l'heure contestait ce qu'on projette dans les rues. Mais c'est ça le seul droit que nous avons. Hier, quand le RHDP était dans cette même position, elle a fait ce que n'autorisait pas la Constitution. Mais là, vous retombez dans la même mécanique. Voilà, elle a pris les armes. Non, je parle d'hier parce qu'on ne peut pas parler d'aujourd'hui, ça parler d'hier. Nous sommes dans le droit. Eux, hier, là où ils ont pris les armes. Mais nous, comme nous ne sommes pas formés par les armes, et nous voulons rester dans le droit de notre Constitution, nous disons que devant le parjure de la présidente du Conseil constitutionnel, nous prévoyons, et c'est ce qui va se faire, nous prévoyons de prendre les rues. Sans autorisation? Non, on va s'organiser. Quand on dit déjà prendre les rues, ça, c'est selon les leviers démocratiques que nous avons, donc nous respecterons les leviers de la Très bien, c'est important ça. C'est très important. Rester dans la légalité. Déjà, quand on dit, je ne parle pas de on va prendre les partis, j'ai dit on va prendre les rues. Et nous, en tant que démocrates, nous savons comment on prend les rues. Donc, c'est ce qui se prépare en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes déjà à plein pied dans une crise préélectorale qui va ouvrir les portes d'une crise électorale. Et qui va après ouvrir la dernière porte de la crise post-électorale. Et ça, c'est inévitable. C'est inévitable. C'est inévitable. L'élection ne vous intéresse pas. C'est inévitable. Les élections ne vous intéressent pas. C'est inévitable. Ils ne sont pas candidats. C'est inévitable. C'est pour ça que je suis en train de dire que la crise préélectorale va nous conduire à une table ronde pour discuter. Pour que tout le monde... Oui, mais ça il faut d'abord créer le rapport de force, parce que c'est là où c'est intéressant. C'est pour ça que nous parlons de prendre démocratiquement les rues. C'est quoi l'objectif en prenant les rues? L'objectif, c'est que le processus électoral ayant été biaisé par la présidente du Conseil constitutionnel qui n'a pas dit le droit, nous ne pouvons pas accepter que ceux qui n'ont pas le droit d'être sur la liste soient sur la liste et d'autres personnes soient écartées. Je parle de M. Ouattara qui n'a pas le droit de faire un 4e mandat. Donc, nous partirons dans les rues avec un sujet bien clair. Mais est-ce que vous êtes conscient que quand on prend les rues, il faut prendre la rue. Le basculement vers l'insurrection peut être inévitable? Mais ça dépendra. C'est un risque important. Ça dépendra. Les gens qui ont pris les armes ont fait courir un plus grand risque. Richard, attendez, s'il vous plaît. Richard. Les gens qui ont pris les armes contre les lois de la République ont fait courir un risque plus grave que des manifestations de rue. Donc vous voulez prendre aussi le risque d'insurrection en Côte d'Ivoire? On ne parle pas d'insurrection. Nous parlons des marches. Nous parlons des marches. Nous parlons des manifestations. Je vous donne la parole. Je pense qu'aujourd'hui, on va avancer un peu dans le débat. D'accord? Parce que les positions de chacun aujourd'hui sont des positions claniques. On revient en arrière, on avance. Ça fait 30 minutes qu'on est en train de discuter. Et d'accord, je peux comprendre les choses. La question aujourd'hui, c'est que les deux
frères qui sont devant, appellent de façon officielle, de façon masquée, à des émeutes. Non, on va parler d'émeutes. Nous ne sommes pas impliqués. Non, c'est pas vrai. Nous ne parlons pas d'émeutes, nous parlons de marches. Les meutes, ça c'est RHGP. Non, j'ai pas dit des meurtres. Non, des émeutes. Ils appellent à manifester dans la rue. C'est un droit constitutionnel. C'est un droit constitutionnel. C'est un droit à charge ou à décharge, autorisation ou pas, parce que, selon leur dit, c'est le seul recours constitutionnel qu'ils ont aujourd'hui. Dans une république, le recours, c'est la rue. À partir de quand est-ce que vous n'êtes plus d'accord? Après, moi, c'est que je veux évoluer dans les débats aujourd'hui. Aujourd'hui, que ce soit l'opposition, que ce soit les RHDP, que ce soit les Ivoiriens, chacun dans son salon derrière sa caméra, quel est le socle commun sur lequel on est d'accord? Est-ce qu'il y a un socle commun sur lequel on peut s'asseoir, commencer à discuter pour qu'on évolue dans la discussion, puisque autour de cette table-là, l'analyse de maître à côté de nous, du journaliste ici, nous ont dit que c'est un problème politique et qu'ils sont bien d'accord avec nous pour dire que les décisions qui ont été déjà prises de par le passé en Côte d'Ivoire, même si c'était des décisions qui ont été prises par la plus haute juridiction, ont été réglées sur le volet politique. Oui. Donc, pour moi, à partir du moment où on est d'accord dessus, ça ne sert à rien d'invectiver les uns ou les autres, appeler les gens à descendre dans les rues. Si nous avons un socle commun et que nous savons que demain, c'est la politique qui peut régler ça, hormis les interprétations de la Constitution. J'aimerais que aujourd'hui, si nous avons la possibilité d'être sur un plateau, d'accord, la chance et la possibilité que le discours que nous allons porter, ou bien la voix que nous allons porter, avoir à une couverture africaine, mondiale ou antique, nous devons faire très attention. Très attention. S'il vous plaît, dans la chose que nous êtes en train de dire. Il répondra. Et moi, j'aimerais que dans un pays où on a pris... Allez-y, chutez. J'aimerais qu'ensemble, on essaie de savoir le point commun qu'on a, quels sont les acteurs avec lesquels on peut discuter, et que demain, je les mets au défi ici, que si on refait la RLE, on remet le nom des élections sur des différentes parties sur la liste électorale, ça ne suffit pas pour gagner la crédibilité, parce qu'il faut avoir les hommes avec des volontés vraiment de pouvoir, parce qu'on a près de 30 000 bureaux de vote. Est-ce que demain, les gens qu'on va mettre dans ces bureaux de vote-là, de l'opposition ou un truc, est-ce qu'on est sûr que ces gens-là ont la crédibilité de faire des PV corrects? Donc, c'est un débat. C'est-à-dire que ce qu'il faut dire, c'est qu'une fois qu'on est tous d'accord que le problème est politique, il faut comprendre qu'en politique, on obtient ce qu'on souhaite, qui est dans le cadre d'un rapport de force. Voilà, c'est à partir du moment où vous avez une décision du Conseil constitutionnel qui, manifestement, exclut des candidats importants de la scène politique de Côte d'Ivoire, ces candidats-là, pour revenir dans le jeu politique, sont obligés de montrer qu'ils ont une grande partie ou une certaine partie de la population avec eux. Oui, et pour ça, ils sont obligés de faire des démonstrations de force, nécessairement en faisant appel à leurs militants et donc en descendant dans la rue. Voilà. Et à partir du moment où les descentes dans la rue se font dans le cadre de la loi, bien sûr, ils ont le droit, c'est pour faire jouer le rapport de force. Oui, comme c'est la... Monsieur Séa, rapidement. Ce que je voulais dire, il faut responsabiliser le dirigeant africain. Responsabiliser. Parce que quand on fait croire autour de cette table que exercer un droit fondamental qui figure dans la Constitution, c'est faire prendre des risques. Non, les manifestations, les marches à main nue ne sont pas létales. C'est celui qui est en face, c'est sa réaction qui devient létale. Sinon, les gens ne font qu'exercer leur droit. Nous sommes une part substantielle de la population. Nous estimons autour de 60% de l'électorat ivoirien qui a été exclu de cette élection-là par un juge constitutionnel qui n'a pas lu la loi. Nous descendons dans la rue. Si demain, le pouvoir voit 4 millions dans la rue, un dirigeant responsable se dit, écoutez, de manière légale, 4 millions de personnes, et ce n'est pas leur totalité, viennent de manifester leur désaccord sur ce que nous venons de faire. Mais on est d'accord. Voilà. Monsieur, il y a une question, il y a une question simple que j'ai posée, mais à laquelle on ne répond pas encore. Oui, allez-y. Si vous faites descendre des gens dans la rue et qu'il y a bagarre, et qu'il y a des éléments qu'on ne contrôle pas toujours, qui s'en prennent aux bus, aux édifices publics, qui mettent feu, qui en répond? Il faut bien que des gens assurent votre sécurité. Nous avons mis récemment
plus d'1 million de personnes à Yopougon. Avez-vous entendu parler de ce qui a été bougé? Mais on n'a parlé de contexte. Nous continuons d'exercer le même instrument démocratique qu'est la marche. Maintenant, c'est la façon dont le pouvoir va réagir qui va changer. Mais pour nous, il faut faire attention. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est que ce qu'il faut voir, c'est que le président Ouattara a beau jeu. C'est-à-dire que le président Ouattara, il estime avoir fait jouer les institutions de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il y a la commission électorale indépendante qui a fait son travail. Je suis en train de dire comment il s'organise. Oui, dans sa psyché. Voilà, ça ne veut pas dire que je partage ça. C'est ça. Voilà, c'est-à-dire que lui, il croit avoir fait jouer les institutions. La commission électorale indépendante qui a fait monter les listes au Conseil constitutionnel, qui a vérifié l'éligibilité et qui a proclamé les candidats. Donc pour lui, il est dans la légalité. Maintenant, le risque, c'est que lui, il va vous pousser à la faute. Voilà, c'est-à-dire qu'il va vous pousser à la faute. C'est-à-dire que vous, en disant que vous n'êtes pas d'accord, donc vous prenez l'apparence des gens qui ne jouent pas le jeu des institutions, et en vous mettant dans la rue et avec les débordements, il vous donne l'apparence d'être des fauteurs de troubles. Donc lui, il aura beau jeu devant la communauté internationale en disant que je suis en train de rétablir l'ordre. Ce qu'il faut reconnaître ici, c'est que dans une république, c'est le président de la République qui est le garant de la Constitution. Est-ce que le président lui-même est conscient que sa présence sur la liste électorale est un désordre, rappelle un désordre? Donc c'est lui-même qui ne respecte pas la Constitution. Mais c'est ça. Ça va créer le désordre. Ça, c'est votre interprétation. Non, ce n'est pas notre interprétation, c'est la lecture de la Constitution, à ses articles 55 et 183. Donc lui-même, il est à la base de ce qui va se passer, du désordre qui va se passer. Parce que c'est lui, en tant que garant de la Constitution, qui a accepté que cette Constitution soit violée par le Conseil constitutionnel. Ouattara est le garant. Donc, il ne peut pas prendre une force républicaine pour dire qu'il ne répare une faute, alors que la faute, c'est lui-même. Mais c'est ce qui va se passer, malheureusement. Parce que lui, ce qu'il va faire, monsieur. Moi, la Côte d'Ivoire n'est pas un État isolé. Nous sommes dans... Si ça se fait, oui, mais c'est qui est prévisible. Si ça se fait, il sera l'unique responsable. Ce n'est pas la population. Ouattara sera le seul responsable, parce que Ouattara ne peut pas accepter, malgré qu'il sache qu'il ne peut pas faire plus de 2 mandats, il ne peut pas accepter. Oui, mais monsieur, quand on fait la politique... Mais c'est clair, votre propos est très clair. Quand on fait la c'est votre avis, c'est votre opinion. J'ai l'impression que sur ce plateau, la parole, on l'arrache. Oui, non. Voilà. Il ne faut pas les manifester pour avoir la parole. Je me débat pour l'arracher. Allez-y. Non, en fait, moi, entendre et de ma petite position de journaliste et d'observateur de la vie publique et politique en Côte d'Ivoire, je remarque ceci, et c'est ce qui est le plus grave et le plus dramatique. En écoutant M. Pascal Lobo et M. C.A. Okinar, je me rends compte qu'en réalité, il y a une question, comme on l'a dit, la question est politique. Le président Alassane Ouattara et sa famille politique tout le monde y a sa part, jouent sur, je dirais, le juridisme. C'est ça. Le PPACI et le PDCI parle politique. Non, nous, on parle d'égalité, on parle de l'article 55. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Visiblement, ils veulent faire valoir leur droit à manifester dans la rue. Là, est-ce qu'on ne peut pas imaginer, inventer une autre démarche? Parce qu'on sait là où ça va finir. L'affaire de la rue là va nous amener. Oui, c'est ça qu'on malheureusement. Est-ce qu'aujourd'hui, là où on va à une élection, avec quelqu'un qui n'a pas le droit? Mais non, la question n'est pas là. J'ai connu en Afrique un homme qui s'appelait Yaya Jammeh, grand dictateur devant l'Éternel. Il a été battu aux élections dans les urnes par un adversaire parce que il n'a pas été exclu. Il n'a pas exclu l'adversaire. J'ai connu le Sénégal avec Ouad qui voulait faire un 3e mandat.
constitutionnel, si je peux permettre l'expression. Mais les Sénégalais se sont unis. Dans la rue, il a été battu par un adversaire non exclusif. Pour finir. Moi, je voudrais dire évitons de mépriser les autres candidats. Évitons de mépriser les autres du PPACI, du PDCI, de sympathisants du RHDP, que nous avons encore, puisque nous discutons sur ce plateau-là, on rigole, ça veut dire qu'entre nous, pas de problème. Bien sûr. D'accord. Donc, ça veut dire que l'espoir est possible. Merci. On peut continuer à discuter, on peut continuer, et c'est cette communication-là que nous devons donner à nos militants. Merci. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour a été consacré à la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir été nombreux à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. Merci.